Bonjour à tous. Le Bénin est champion du monde de pétanque dans la catégorie doublette mixte des 50e championnats de la discipline qui se déroule actuellement à Cotonou. Une bonne nouvelle pour soulager de la peine de la finale perdue côté doublette homme. Les deux Marseillais ont été battus par les Français. Vous l'avez compris, nous parlerons de cette compétition qui était à sa 4e journée hier. Déjà avec les journaux qui en parlent, puis en sport avec Ali Moumouni qui nous fera revivre les grands instants de confrontation, mais aussi aidera à voir tous les autres résultats avant de participer à nos débats dans un instant, notamment dans la 3e partie de cette émission. Nous parlerons aussi éducation puisque la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour lundi prochain. Le gouvernement a vu les syndicats, mais les échanges sont encore difficiles à décoder avec des détails qu'attendent les enseignants et qui tardent à venir. Nous donnerons la parole à notre invité ce matin. C'est Noël Chadaré, le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin-Kosi-Bénin. Il nous éclairera à propos de ce qu'il faut retenir des échanges du vendredi dernier. Bienvenue à tous. C'est donc le rendez-vous des journaux pour commencer cette émission Fraternité qui met en manchette. Les guépards et les Amazones brillent de mille feux au-delà de l'exploit entretenir la flamme. Il s'agit justement du 50e ou de la 50e édition des mondiaux de pétanque. Vote des Béninois de la diaspora à toutes les élections. Le plaidoyer de Moël Bénin pour la création de la 25e circonscription électorale. Et plus en bas, rapport de l'Institut d'études de sécurité sur l'extrémisme violent. Les activités illicites entretiennent le terrorisme au Bénin. Puis l'agence de notation Fitch maintient la notation du Bénin à B+, avec perspective stable. Désolé, vous n'avez pas à l'antenne. L'autre quotidien, 50e championnat mondial de pétanque, le Bénin sur le toit du monde en doublette mixte. Doublette mixte au 50e mondial de pétanque à la page 9. Le matinal qui s'exclame le Bénin champion. En doublette homme, les guépards finissent vice-champions, je l'ai dit dans mon introduction, battus par la France. Le Télégramme, 50e championnat du monde de pétanque, le Bénin sacré champion du monde devant la France avec Marcel Bétablé et Laïmat Sambo, médaille d'argent pour le Bénin en doublette homme. Reversement en agent contractuel de droit public de l'État. Les AME expriment leurs inquiétudes au président Patrice Talon. Matin libre. Disparition du jeune Martin Onga à Révier. Silence inquiétant de la police républicaine et du procureur de la République. Descente sur les positions militaires autour du parc W du Bénin. Menace terroriste permanente. Les ripostes en faveur de l'armée et puis rentrée universitaire imminente. Aucun enseignant recruté. La rupture hostile à la formation des cadres au Bénin, se demande le quotidien. Nord-Sud quotidien, pénurie de gaz, une menace pour le couvert végétal. Passons maintenant à le grand matin, crise au Niger. Les Béninois soutiennent le réalisme de Patrice Talon, rentrée universitaire, scolaire et universitaire 2023-2024. Le gouvernement poursuit les diligences pour une année. Apaiser le potentiel retard dans l'organisation des élections professionnelles des commissaires, priseurs, huissiers de justice et notaires. Entre misère et désespoir, les stagiaires à bout de souffle. Nous passons à l'affiche du jour. 3e session ordinaire du conseil municipal de Porto-Novo ce jour. La réparation des salles de classe décoiffées par les derniers orages au menu des échanges. L'autre vision, congrès ordinaire du parti Les Démocrates, les transferts du comité d'organisation dévoilé. Présidentielle 2026, nous sommes là avec le Béninois libéré. 3 grosses pointures dans la mouvance. Le Soleil Bénin Info, mise en œuvre des réformes économiques sous la rupture. Fitch note la résiliation du Bénin. Et puis d'abord un peu sportif en manchette ce matin, malgré
le pont de Cancun et son enclavement très prononcé. Guilmaro termine champion du tournoi TGV de Kouandé. Nous passons maintenant à la deuxième lecture de Fraternité, 50e édition des mondiaux de pétanque. Les guépards et les Amazones brillent de mille feux à Cotonou. Au-delà de l'exploit, entretenir la flamme conseille le quotidien qui paraît à un terme. Vote des Béninois de la diaspora à toutes les élections. Le plaidoyer de Mouel Bénin pour la création de la 25e circonscription électorale. Rapport de l'Institut d'études de sécurité sur l'extrémisme violent. Les activités illicites entretiennent le terrorisme au Bénin. Et puis un dernier titre pour boucler la boucle. L'agence de notation Fitch maintient la notation du Bénin à B+, avec perspective stable. Voilà donc le tour d'horizon de la une des parutions ce matin. Vous l'auriez certainement noté, et bien les quotidiens parlent beaucoup plus, en tout cas dans leur majorité, de cette médaille d'or décrochée par les guépards à cette occasion des 50e championnats de pétanque qui se déroule actuellement à Cotonou, notamment en doublette mixte, alors même qu'un peu avant, le Bénin avait perdu en doublette homme. On parlera de tout cela, mais détail déjà pour détail dans Fraternité sous la plume de Ange Pauline Touama. Vous avez tous les instants à revivre avec Fraternité lors de ces deux finales, l'une gagnée, l'autre perdue par le Bénin. Mais un conseil en tout cas de la part du quotidien, il faut entretenir la flamme parce que c'est le plus important. Le Bénin peut se targuer d'être une grande nation mondiale de pétanque car c'est le sport qui place le pays dans le concert des grandes nations. Mais attention à ne pas dormir sur les lauriers. Il faut aller au-delà de la ferveur et pérenniser cet acquis. C'est pour entretenir la flamme allumée à l'occasion de ces mondiaux de pétanque. Des actions hardies doivent donc être prises, conseille le journaliste. Et puis, autre information qui pourrait vous intéresser dans la colonne de Fraternité, c'est justement sa page inter. Elle est à la 10 aujourd'hui avec un zoom sur le séisme actuellement au Maroc. Il y a que le roi Mohamed VI s'est rendu au chevet des blessés au CHU de Marrakech. Je le rappelle, c'est un séisme qui a eu lieu le vendredi dernier et qui a fait, s'il vous plaît, près de 3000 morts et plus de 2500 disparus. Vous avez aussi une autre catastrophe, notamment dans la même région maghrébine, avec cette fois-ci la Libye. Des inondations font rage là-bas et des victimes se comptent par milliers dans les régions dévastées. Fraternité vous donne une idée, on parle de plus de 3000 morts là-bas aussi. Achetez donc le journal et informez-vous. On va passer maintenant au bulletin de l'information. Ce sera avec Teddy Goudalan. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. J'en parlais, les journaux en parlaient aussi largement dans leur publication ce matin. Vous aurez dans le bulletin de l'information les images des 50e mondiaux de pétanque. Le Bénin qui est sacré champion du monde. La doublette mixte béninoise a réalisé l'exploit dans l'après-midi d'hier en s'imposant en finale devant la France. Une victoire historique qui réjouit, vous voyez sur ces images, le peuple béninois et surtout les spectateurs qui se sont déplacés sur la place de l'Amazone. Vous aurez aussi les images du premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants. UNICEF se préoccupe de l'équilibre alimentaire des enfants âgés de 6 à 23 mois en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux vont durer 3 jours. C'est toujours à Cotonou. Voici le bulletin d'information, s'il vous plaît. Je vous le disais, c'est l'information à la une aujourd'hui. Le Bénin a ouvert le bal des champions du monde de pétanque à Cotonou. La doublette mixte béninoise a réalisé l'exploit hier en s'imposant en finale à la France. Ali Moumouni nous fait le résumé de cette victoire historique que le Bénin a enregistrée. C'est fait. Le Bénin est champion du monde de pétanque. Pour les 50e mondiaux que le pays abrite, Marcel Betaglé et Laïma Sambo décroche le premier titre de la compétition, la doublette mixte. Je suis en joie parce que je me disais que rien n'est impossible dans la vie. Il faut essayer pour pouvoir y arriver. Mais la chance était de notre côté. Ils n'ont pas démérité aussi parce que l'équipe en face n'est pas une petite équipe non plus. Mais la détermination était là et la gagne est revenue. Ce n'était pas prévisible.
Mais la doublette béninoise réalise l'exploit. L'avantage pris dès le coup d'envoi est conservé jusqu'à la fin de la rencontre. 13-8 et le Bénin est sur le toit du monde. Quand on joue contre la France, c'est très difficile. Mais le sort était de l'autre côté. L'euphorie est à son comble. Le public communie avec les autorités. L'hymne national est entonné. Gloire à Dieu et merci pour tout. Le Bénin est champion du monde. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour ma petite personne. De voir que, après autant d'années de travail, enfin, le Bénin gagne un titre mondial. Merci. Merci à tous les joueurs, merci à la fédération, merci à ce chaleureux public. Et je vais dédier cette victoire à tout le peuple béninois, aux Béninois des 77 communes et de la diaspora. C'est important, il faut continuer à croire en ce que nous faisons. Cette victoire, elle est surtout celle du président Talon. L'attente a déjà assez duré, depuis 2016. Aujourd'hui, le Bénin écrit une nouvelle page de l'histoire de la pétanque mondiale. Voilà, l'euphorie hier à Cotonou, lors du sacre du Bénin en doublette mixte. On en parle tout à l'heure, lors de nos débats. Mais Ali Moumni certainement va revenir encore sur cette actualité-là. On va passer à autre chose dans ce bulletin d'information avec Teddy. Premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux sont ouverts hier à Cotonou. Bien sûr, Tanguy, en initiant cette rencontre à Cotonou, l'UNICEF veut s'assurer une alimentation riche et diversifiée pour chaque enfant d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Sont associés à cette rencontre qui mobilise des acteurs publics et privés du système alimentaire, le gouvernement béninois, l'OMS et la CEDEAO. Ingrid Der et Elvis Toncoin nous en parlent. Près de 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest et du Centre sont imputés à la sous-nutrition selon les récentes estimations conjointes de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance. Pour répondre à ce problème de malnutrition infantile qui demeure une préoccupation majeure dans la région, l'UNICEF, en collaboration avec le gouvernement béninois, lance le premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants. Un véritable carrefour de dialogue qui vise à promouvoir un accès équitable à une alimentation riche, équilibrée et diversifiée pour les enfants âgés de 6 à 23 mois. Force est de constater que l'offre de produits ultra transformés et très peu nutritifs dans les zones rurales jusque-là préservées est en augmentation. Cela appelle les gouvernements de notre région à agir pour protéger ces populations et plus particulièrement les jeunes enfants contre, passez-moi l'expression, la malbouffe et à aider les plus vulnérables à accéder à une alimentation équilibrée. Nous devons donc redoubler nos efforts pour accélérer le progrès. Nous devons donc, pour l'avenir de chaque enfant et des sociétés dans lesquelles ils vivent, d'aller au-delà de la sécurité alimentaire et de porter une attention spécifique à leur alimentation pour éviter que la pauvreté alimentaire ne compromette l'avenir d'une nouvelle génération. C'est une mission à laquelle nous nous attelons sans relâche, sur laquelle nous travaillerons ensemble durant ces 3 jours. À cette rencontre dédiée aux acteurs publics et privés du système alimentaire, les échanges portent sur des solutions pratiques pouvant améliorer la production, la transformation et la vente en détail d'aliments nutritifs produits localement pour les jeunes enfants. Ces assises, qui entrent dans le cadre de l'initiative First Food, vont également mettre en évidence la résilience des communautés face aux conflits et au changement climatique. L'objectif du forum est de contribuer à la création d'un environnement qui facilitera l'émergence, le déploiement et la mise à l'échelle de solutions innovantes pour la nutrition des jeunes enfants. Il offre sans nul doute une plateforme à tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, notamment les petites et moyennes entreprises africaines, à l'effet de partager les dernières connaissances et expériences de recherche et s'assurer que chacun de ces acteurs est équipé pour répondre au mieux aux besoins nutritionnels de chaque enfant, et cela dans tous les contextes. En partageant leurs expériences et expertises,
Ces participants, venus de divers horizons, contribuent à bâtir un avenir où la malnutrition infantile ne constitue plus un obstacle au développement et à la prospérité. Deuxième édition de l'opération conjointe Save Domaine. Elle concerne le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo. Grâce à cette initiative, ces 4 pays ont décidé de lutter contre les activités maritimes illicites sur les eaux. Suivez ce reportage. Constitués en zone E, le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo se donnent la main pour lutter efficacement contre les activités maritimes illicites. Ce qui justifie la mise en place de l'opération conjointe dénommée Save Domaine, qui est à sa 2e édition. Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, donne à travers ce geste le top des travaux axés sur le thème « Assurer la sécurité maritime à travers la collaboration pour la prospérité régionale ». Zone I, F et G. Le CM Zone E a d'abord été mis en place en tant que projet pilote des zones en 2013 avant d'être inauguré le 13 mars 2015 en tant que premier CMC dans la sous-région de la CEDEAO. Le Bénin abrite le Centre maritime multinational de coordination de la zone E, contribuer à la protection des voies de communication maritime, coordonner, rassembler et analyser toutes les informations relatives à la sûreté maritime dans la zone E sont entre autres les missions assignées à ce centre dont le personnel provient des 4 pays membres. Ces fléaux handicapent énormément le développement socio-économique intégral de nos pays. Face donc à cette situation désastreuse, seule la synergie d'action permettra d'indiquer et d'éradiquer ces menaces, car, de toute évidence, l'action isolée d'un seul pays ne ferait que déplacer le problème vers l'espace maritime des pays voisins. Le Nigeria, le Niger, le Togo et le Bénin ont été appelés à relever ensemble les défis de la sécurité maritime dans un espace commun baptisé Zone Pilote E. Conscient de l'enjeu sécuritaire de la dite zone et de la complexité des menaces maritimes, ces 4 pays ont décidé de faire un premier pas historique par la signature d'un mémorandum d'entente pour les opérations et patrouilles maritimes conjointes le 30 août 2018. C'est pour ça que je m'en voudrais de ne pas remercier tous les pays participants à cette opération à travers leurs éminents dirigeants politiques et leur hiérarchie militaire. Ces travaux conjoints entre le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo sont prévus pour durer 5 jours. Et puis, pour finir, vous allez le constater sur cette image, la direction des affaires politiques de la CEDEAO à travers son cadre de prévention des conflits organise à Cotonou un atelier de prévention des conflits, de médiation et du silence des armes. L'initiative réunit les jeunes leaders des pays membres de la communauté. Cette rencontre est une occasion d'échange d'expériences en vue de renforcer la paix et la stabilité dans la sous-région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Allez, Tanguy, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à Teddy Goudala pour la présentation de ce bulletin de l'information. On va se voir certainement demain lorsqu'on sera jeudi matin quand il sonnera l'heure du bulletin de l'information. Prenez soin de vous, Teddy. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer à une autre actualité, celle sportive. Vous le savez depuis hier, le Bénin célèbre son sacre en doublette mixte. Cotonou est hissé sur le toit mondial face à la France en finale. On en parle dans le bulletin des informations sportives. Voici Sport Matin. 63 ans d'indépendance de notre pays, toujours en compagnie de Mikem Technologies qui ne lésine pas sur les cadeaux. Voyez par vous-même. Des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 226 000 francs offerts gratuitement sur toute télé et réfrigérateur Samsung acheté.
Et comme avec Mikem, un cadeau ne vient jamais seul. Vos climatiseurs Samsung R410, 1,5 et 2 chevaux sont déjà disponibles dans les boutiques Néo et Allo de proximité. Produits sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Allez, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, c'est les actualités sportives ce matin. On en suivi tout à l'heure, dans l'édition du bulletin de l'information de Teddy Goudala, votre reportage sur l'euphorie après la victoire du Bénin en doublette mixte au championnat du monde de pétanque. C'était bien intéressant hier. Oui, Tanguy, exactement. Même si le Bénin a bien démarré donc, en prenant l'avance lors de cette explication, il faut reconnaître que les émotions ont varié au fur et à mesure que le jeu évoluait. Tanguy, ce n'était pas du tout gagné d'avance lors de cette finale en doublette mixte. C'est ce que vous allez vous nous détailler justement dans ce nouvel élément qui trace le film de la finale entre le Bénin et, faut-il le dire, la France. Était lors donc de la finale des doublettes mixtes. On va suivre ensemble. Première finale du 50e championnat du monde de pétanque. Le Bénin affronte la France. La doublette mixte Marcel Betaglé et Laïma Sambo ont déjoué tous les pronostics avant cette ultime affiche. Face à la doublette française, Audrey et Rocher, les Béninois ont fait montre d'une sérénité remarquable. Au coup d'envoi, ils réalisent un coup parfait et engrangent 3 points pour la première main. À la deuxième, ils prennent 1 point et s'imposent également lors de la troisième main avec 2 points. Le public béninois s'éclate. À 6 points de retard, la doublette française réduit l'écart, 6-3 après 4 mains. Mais l'équipe béninoise s'offre encore 3 points et s'éloigne à nouveau. Difficile pour Audrey et Rocher de revenir. Ils remportent successivement 3 mains, mais avec seulement 1 point de gagné. En ce moment, la pression monte dans les gradins et autorités et public étaient sous l'émotion. À la 11e main, Marcel Betaglé et Laïma Sambo se relancent avec 1 point. L'ambiance change. La 12e main se présente encore plus serrée. Après 7 minutes de jeu, la France a encore 2 boules et assez d'espace. Audrey choisit de pointer. Mais la première ne lui donne pas le point. Elle se relance et l'obtient. Marcel Betaglé a la boule du match. Dans le public, ça discute sur l'option. Le colonel B tire et réussit le carreau à 2 points. Le Bénin est champion du monde en doublette en s'imposant 13-8 à la France. Vraiment une envie parce qu'il y avait la rage de gagner. Maintenant, la pétanque peut devenir le sport roi au Bénin. Oui, c'est vrai. Comme vous le constatez, ce n'est pas le président de la fédération seul qui est heureux, mais c'est tout le peuple béninois qui est heureux. Les enfants nous ont sortis de la honte. Et ça, Dieu est là. Et toute l'Afrique. Vous avez vu, les Burkinabés, tout le monde nous supporte. Toute l'Afrique est là. C'est l'Afrique qui est championne. C'est le Bénin, mais c'est aussi l'Afrique qui est championne. Voilà, la belle émotion sur la place de l'Amazone hier, place bien aménagée, faut-il le dire. C'était donc chaud, Ali? Oui, Tanguy, le public est passé par toutes les émotions, je dirais tout simplement. Les boulistes également, les guépards en compétition et les Amazones lors de cette finale en doublette mixte entre Marcel Betaglé et puis la doublette française. Audrey et puis Dylan Rocher, c'était quand même très intéressant. Vous avez vu sur les images tout à l'heure les différentes étapes de cette finale qui était vraiment très intéressant, je dirais, très épique à l'arrivée. Il y a une autre équipe béninoise qui était en finale, c'était bien sûr la doublette homme, c'est le duo Marcel Betaglé et puis
le général, bien entendu, comme on l'appelle, Terrazini, Marcel Biot. Les deux ont affronté l'équipe française pour cette finale en doublette homme. Au final, sur cette image, vous allez constater, le Bénin termine donc vice-champion du monde en doublette homme. Le Bénin s'incline face à la France, score à l'arrivée 13-8 pour cette finale où le Bénin a perdu. Et donc monte quand même sur le podium. On va faire le point des différents titres remportés dans la journée d'hier pour les différentes finales des 5 épreuves disputées pour ces débuts des 50e mondiaux de pétanque. Tête à tête homme, la Thaïlande s'est imposée en remportant donc cette finale face à l'équipe de la Tunisie, 13-3 à l'arrivée pour la formation thaïlandaise. Au niveau des doublettes hommes, on l'a dit tout à l'heure, la France qui remporte face au Bénin 13-8 également. Au niveau des doublets des tête-à-tête dames, la Tunisie s'impose à l'Algérie 13-11. C'était aussi très intéressant cette explication. Doublet dames, la Thaïlande s'impose à la France 13-8 à l'arrivée. Et pour finir, doublette mixte où le Bénin remporte cette partie 13-8 aussi. Au niveau des doublettes dames, c'était donc 13-1 Tanguy pour la Thaïlande qui s'est imposée à la France. On connaît donc déjà les différents champions dans ces 5 épreuves. La suite, c'est à partir de demain. Aujourd'hui sera donc la trêve, journée de repos pour les différentes délégations qui vont effectuer et tirer une tournée touristique au Bénin. Tanguy. Allez, on va changer de discipline. Oui. On va parler un peu football maintenant. On connaît tout le tableau des 24 nations qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Oui, Tanguy, les dernières formations, les dernières équipes qui ont rejoint cette liste, c'est bien sûr le Cameroun et puis je dirais tout simplement la Namibie, le Cameroun qui était donc hier face à l'équipe du Burundi pour la rencontre comme temps pour la 6e journée à domicile. Le Cameroun s'est imposé à l'arrivée, score 3-0 avec un 3e but inscrit par Vincent Ouaka chez lui, bien sûr, à Garoua. L'éternel Vincent Ouaka qui inscrit le 3e but pour sa formation après l'ouverture des scores de Mbemo, le joueur des Bees de Brentford en Angleterre dans la première ligue. Tanguy, voilà pour ce qui concerne les différentes équipes qualifiées. Elles sont 24 au total. Le Nigeria et la Guinée-Bissau dans le groupe A. Le Burkina Faso, Cap-Vert, groupe B. Le Cameroun et la Namibie donc sont qualifiés au niveau du groupe C. Il y a l'Égypte et la Guinée qui se sont qualifiés également au niveau du groupe D. Le Ghana, l'Angola passe aussi. Groupe E, l'Algérie, la Tanzanie, groupe F. Au niveau du groupe G, le Mali, la Gambie, la Zambie, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est bien sûr le pays hôte. Au niveau, il y a donc la RDC et la Mauritanie qui sont également qualifiés. La Tunisie et la Guinée équatoriale passent également. L'Afrique du Sud et le Maroc. Le Maroc a toujours son dernier match à disputer, mais est déjà qualifié pour la prochaine compétition. Le Maroc qui affrontera pour cette dernière journée l'équipe du Libéria. Le Maroc, qui est éprouvé avec ce séisme du vendredi dernier qui fait déjà près de 3000 morts. Le Maroc qui a demandé le report de son explication face de cette dernière journée face au Libéria. Mais de toutes les façons, le Maroc a déjà son billet qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, vous le savez, dans le groupe L, c'est le c'est le Sénégal et le Mozambique qui passe. Le Bénin ne sera pas. Vous allez nous faire avoir de mauvais souvenirs. Le Bénin ne sera pas au prochain rendez-vous de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Tanguy, c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni, pour ce tour d'horizon de l'actualité des sports. Ce matin, on aura parlé donc pétanque surtout et football. Vous me souhaite de passer une très bonne... Ah non, vous restez. On va discuter tout à l'heure de cette performance du Bénin avec les autres débatteurs. N'allez pas loin surtout, Ali Moumouni. Mesdames et messieurs, on va faire la transition. Et on va accueillir au téléphone notre spécialiste économie sur Actu Matin. Voici Jacques Dégbé pour sa rubrique ce matin. Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour Tanguy.
Merci d'être au rendez-vous, comme chaque mercredi matin. Aujourd'hui, vous nous venez avec une mauvaise nouvelle, faut-il dire. C'est à propos du riz. Vous êtes inquiet, Jacques. Vous dites qu'il est à craindre dans les semaines à venir une hausse du prix du kilo de cette denrée alimentaire à cause des restrictions à l'exportation décidées par l'Inde. C'est quoi cette affaire-là? Oui, et Tanguy, si vous aimez consommer du riz, il va falloir s'apprêter peut-être à dépenser beaucoup plus très bientôt, tout simplement parce que la conjoncture sur le marché mondial du riz n'est plus la même. En effet, le premier pays exportateur du riz dans le monde a revu sa politique par rapport à ce céréal. L'Italie a décidé de tuer le 21 juillet dernier d'interdire l'exportation du riz blanc non basmati, soit environ le quart de ces exportations habituelles de riz, ceci afin de conserver suffisamment de ce produit pour ses habitants. Or, l'Inde assure 40% du commerce mondial du riz dépend des quantités de brésil de riz en Afrique, notamment au Bénin, notre pays, au Sénégal, au Nigeria, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays, ainsi qu'en Asie et au Moyen-Orient. Conséquence de cette politique, les prix mondiaux du riz flambent, ils ont atteint leur plus haut niveau en 15 ans avec une hausse de près de 9,8% sur un mois, le mois d'août. En l'occurrence, a indiqué vendredi dernier seulement l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Ces prix mondiaux du riz étaient déjà fin juillet en hausse de 30% sur un an, révélait Patricio Mendez, spécialiste du riz et économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD. Pour l'instant, et c'est là où on peut peut-être parler de bonnes nouvelles entre griffes, les mesures respectives de l'Inde n'affectent pas les prix du riz sur le continent, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? Difficile de répondre à cette question. Et pour avoir échangé avec quelques grossistes sur place ici à Parakou, il faut reconnaître que le spectre d'une inflation est bien présente. Pour les économistes d'ailleurs, la politique protectionniste de la République indienne risque d'avoir des conséquences en Afrique. Une augmentation du prix du riz n'est pas à écarter, sans oublier la pénurie et qui pourra aussi s'installer avec la crainte d'une insécurité alimentaire. Eh bien, c'est un problème que l'Afrique risque de vivre encore plus avec déjà tout ce qu'on connaît en termes d'inflation sur le marché. Croyez-moi, Tanguy, les commerçants, les détaillants, les grossistes notamment adorent ces genres de situations. Ils vont profiter pour encore une fois observer la spéculation sur le marché. Absolument. Consommateurs du riz, donc bon à savoir le riz et le céréal consommé au monde. Alors, nous Africains, Jacques, nous Africains consommateurs invétérés de ce produit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une crise qui arrive alors qu'on n'a pas fini encore avec le gaz et le blé notamment. Comment est-ce qu'il faut éviter tout cela? Il y a deux possibilités qui s'offrent aux pays africains, notamment le Bénin, à en croire les experts que nous avons pu approcher sur le terrain, soit modifier drastiquement les habitudes alimentaires en faisant la promotion de la consommation locale. On l'a entamé ici au Bénin avec le mois d'octobre qui est dédié comme au mois du consommation local, mais ne pas que ce n'est pas encore suffisant. On a toujours cette propension-là à accorder plus de valeur aux produits qui viennent de l'extérieur. Il va falloir un peu sensibiliser davantage les populations, modifier un peu notre philosophie par rapport à la consommation des produits de grande consommation notamment. Il améliore sa production en riz pour satisfaire la demande du marché intérieur. C'est d'ailleurs ce que propose l'agroéconomiste Cyril Djouamon. Le Bénin a la possibilité de jouer sur ces deux tableaux, a-t-il déclaré d'ailleurs. Il s'agit donc d'aller vers des rations de substitution qui pourraient avoir tout ce qu'il faut en termes de valeur nutritive pour compenser une éventuelle pénurie du riz sur le marché ou d'augmenter tout simplement notre capacité de production, surtout que nous avons beaucoup de potentialités sur ce domaine-là avec les nombreuses vallées, la vallée de Guinée, du Molo, les cours d'eau et bien d'autres fleuves qui traversent notre pays. C'est le moment plus que jamais de les mettre en valeur. Il faut aussi dire que l'Inde a bien raison de protéger sa population
c'est de bonne guerre, les accords internationaux, d'accord, la mondialisation, oui, mais il faut satisfaire les populations au plan interne. Et vous savez d'ailleurs, l'ancien président américain dit souvent l'Amérique d'abord. Ah oui, l'Amérique d'abord. C'est une philosophie qui devrait s'enseigner aussi aux Africains. L'Afrique d'abord. Travailler à produire donc. On est tous d'accord là-dessus. Il y a en tout cas des terres qui existent, des conditions qui existent aussi, mais surtout travailler à améliorer la qualité du riz local. C'est un gros challenge, Jacques. Oui, et ça aussi, c'est souvent là où le bas blesse, parce que le riz bâti que nous produisons ici au Bénin, la plupart du temps, les consommateurs n'aiment pas, les populations n'aiment pas consommer ce riz-là, parce qu'on vous dira que ça colle, c'est pas agréable à consommer. Et j'ai échangé avec un grossiste ici à Paracoutanguy, il m'a dit, écoute Jacques, c'est rien de compliqué. Les Indiens, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste des équipements, des machines et des moulins qu'ils ont pour transformer ce riz-là, et qu'on a la possibilité de le faire ici en Afrique, qu'on peut le faire ici au Bénin. Il suffit tout simplement d'une volonté politique pour acquérir tout cet équipement-là, et on va améliorer la qualité de ce riz-là que nous produisons ici au Bénin, le riz bâti, pour que les populations acceptent de consommer ce qui est fait ici au Bénin. Et pour aussi avoir échangé avec quelqu'un qui fréquente bien Cotonou, il m'a dit qu'il y a des sociétés déjà sur place qui produisent, transforment notre riz bâti, et puis c'est agréable à consommer. Maintenant, il faut aller à une échelle beaucoup plus industrielle, une grande échelle pour satisfaire la demande nationale. Je crois qu'il faut désormais une volonté politique. On ne peut pas continuer après 63 ans d'indépendance à exporter tout ce que nous consommons pratiquement de l'extérieur. On ne peut pas aller au développement avec ça. Je crois que les politiques doivent quand même prendre le problème à bras le corps, parce qu'à chaque fois que ça se passe mal dans le monde, en Ukraine il y a guerre, Covid-19, et puis maintenant l'Inde qui va arrêter, en tout cas réduire ses exportations de riz, que à chaque fois l'Afrique se retrouve touchée. Ça ne sonne pas bien après 60 ans d'indépendance. Absolument, c'est bien quand même triste que dès qu'il y a quelques remous et quelques caprices de l'autre côté de l'Occident, que l'Afrique soit affectée jusqu'à son ventre. La crise en Ukraine a fait augmenter le prix du blé, avec quelques inquiétudes sur la fourniture de la matière. Aujourd'hui, maintenant, l'Inde qui décide de fermer ses frontières, en tout cas de redéfinir les conditions liées justement à l'exportation du riz. Et voilà, l'Afrique qui commence par s'inquiéter. C'est bien dommage. Le FMI a quand même appelé l'Inde à revoir un peu sa politique. Bon, est-ce que les autorités indiennes vont écouter cet appel-là? Déjà sur le terrain, les pays ont commencé les négociations bilatérales. Il y a la Guinée qui allait voir les autorités indiennes pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas arrêter d'exporter le riz de mon pays parce que c'est un aliment de base. Il y a d'autres pays qui probablement vont négocier de façon bilatérale pour que, eh bien, toujours un rang dispersé, et surtout à Kemandé. Merci beaucoup à vous, Jacques. Depuis Parakou, vous étiez au téléphone. Bonne journée à Parakou. Bonne journée également. Merci. Retour à Cotonou, nous avons déjà notre invité. Vous avez certainement dû entendre sa voix en fond sonore lors de notre entretien avec Jacques Degbé. On va juste faire la transition, le temps de recevoir par ici Noël Chadaré, qui est secrétaire général de la COSI Bénin. On va parler un peu des dernières discussions entre les syndicats et le gouvernement à propos de la rentrée scolaire. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations indépendantes du Bénin. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de placer un mot par rapport à cette affaire de riz qui pourrait augmenter de prix. Oui, je dois dire que c'est désolant que nos présidents aillent négocier, n'est-ce pas, pour le blé, aillent négocier pour le riz, alors que nous sommes un pays, enfin un continent avec de nombreuses terres en friche. De vastes étendues. Nous avons des vallées et tout cela. Et nous sommes... on avait dit que nous devons revoir les choses. C'est pas, n'est-ce pas, chasser les Occidentaux, les Français, c'est surtout prendre notre destin en main. Est-ce que c'est pitoyable qu'avec toutes les terres que nous avons là, nous ne soyons pas capables de pouvoir faire face
n'est-ce pas, aux problèmes alimentaires. Il faut travailler et compter surtout sur les travailleurs. Vous êtes travailleur, Noël Chadar, et vous venez sur ce plateau pour parler un peu des préparatifs liés à la rentrée scolaire. Vendredi, les partenaires sociaux se sont vus pour échanger au sujet de cette rentrée scolaire. En y allant, les syndicats avaient quelques appréhensions. D'abord, la question des primes. Vous craiez que cela soit saucissonné. Le gouvernement qui propose un paiement échelonné sur l'ensemble de l'année scolaire qui s'ouvre le lundi prochain. Vous n'êtes pas content, pourquoi? Oui, parce que c'est les enseignants avaient déjà budgétisé, n'est-ce pas, ces primes qui ont l'habitude d'être payées, où le gouvernement avait l'habitude de payer en bloc. C'est depuis le pouvoir du président Kérékou, et donc les enseignants ont été pris de coup. Cela a été appliqué parce qu'on a constaté sur nos... la paye, enfin, dans nos comptes, sur nos comptes, on a constaté qu'il y a 2 primes qui ont été cédées et que les autres vont être, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une situation conjoncturelle. C'est, je crois, une première fois depuis 2001 ou 2002 que cela a commencé. Oui, mais en fait, c'est la méthode qui n'est pas bonne. D'abord, nous n'avons pas été avertis. Et même quand on dit que oui, c'est parce que ça permettra, en mettant cela sur les salaires, ça accompagnera la retraite. Mais on a pris de court les travailleurs. Et il y a manqué de pédagogie de mise en œuvre. Parce qu'il faut échanger avec les partenaires. Il faut que les gens voient la pertinence, que ça vienne d'eux-mêmes. Vous pouvez avoir de bonnes intentions pour les travailleurs, mais si vous les faites comme vous les faites, les gens ne seront pas contents. Et on aurait pu procéder autrement et on aurait eu un résultat meilleur. Mais là, c'est un passage en force. Et c'est bien déplorable qu'on ne fasse pas usage de pédagogie pour mettre en œuvre. Vous êtes devant le fait accompli. Je crois que vous n'avez pas d'autre choix maintenant. Il y avait aussi la situation du reversement promis des aspirants au métier d'enseignant en agent contractuel de l'État. Ce n'est plus tellement à l'ordre du jour, puisqu'en contrepartie, le gouvernement a rappelé et remis le salaire anticipé d'1 mois aux AME. Mais ça, c'est après les négociations du vendredi dernier, puisque moi, je suis revenu à 2 reprises pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait de septembre? Les AME sont des parents d'élèves. Donc, il faut aussi penser à eux. Et le gouvernement, dans la salle, il y a eu des conciliabules. Et puis après, on nous a annoncé qu'on va faire aussi comme l'année dernière. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que nous, on attend le plus, c'est le reversement. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous l'ont expliqué, les ministres? Bon, il y a cette lenteur qu'on n'a pas compris, parce que c'était dit qu'au mois de juillet et au mois d'août, ils devaient avoir une formation à l'issue de laquelle ils vont avoir une évaluation et tout. Et ils vont commencer à rentrer en tant qu'ACDPE. Mais jusque-là, rien. Ce qui nous rassure un peu, c'est la ministre de la fonction publique qui a martelé fermement, qui a dit le chef de l'État, n'est-ce pas, tient à ce projet. Nous avons travaillé déjà cela au niveau de la ministère de la fonction publique. Vous savez que c'est le ministère qui recrute. Tout à fait. C'est les utilisateurs, c'est les autres ministères, enseignement primaire, secondaire. Donc, elle a dit, nous avons déjà fait un travail, les modalités, tout cela pour le reversement, une communication, un projet de décret, et donc pour certifier, pour confirmer la chose. Et donc, ça va être envoyé une communication sera au Conseil des ministres, sera faite en Conseil des ministres. Et donc, voilà un peu, ça au moins. Oui, est-ce qu'on a un calendrier au moins pour rassurer les armées? Parce que quand on les dans les écoles actuellement, ils ont l'air un peu tristes, désabusés, ils sont inquiets. Je crois que ça va être fait. C'est peut-être le timing qui n'est pas auquel on s'attendait, c'est pas le bon timing. Nous, on s'attendait à cela déjà dans les vacances et il devrait commencer. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont définir les modalités, ils vont faire connaître les modalités. Ce que je sais, c'est que nous avons plaidé, nous avons, n'est-ce pas, défendu l'idée selon laquelle on ne peut pas, n'est-ce pas, revenir à un test écrit, parce qu'ils ont déjà fait un texte pour entrer dans la base de données. Et donc, on devrait trouver d'autres modalités pour les reverser. Je crois que là-dessus, tous ceux qui étaient dans la salle
les interventions concordaient, n'est-ce pas cela? Et donc, on trouvera la modalité, mais ça arrivera parce qu'on nous a rassurés. On a eu cette assurance que on attendra donc d'avoir une date. C'est Dieu, c'est le chef d'État qui est le maître des horloges. Donc... à l'heure actuelle. Alors le chef de l'État, justement, parlant de lui, a fait signer un décret qui reverse les contractuels de 2008 et qui ont fait l'évaluation dans la fonction publique en tant qu'agent permanent de l'État. C'est un gros coup, ça, non? On devrait féliciter le gouvernement. Oui, je crois que c'est une bonne chose. C'est une promesse qui est tenue. Parce qu'on avait été au Palais de la République l'année où on devait faire le test. Et le chef d'État et nous avions convenu qu'une fois que ceux qui vont franchir cette étape-là, il serait reversé. Et donc c'est à juste titre que cela a été fait. Seulement qu'il y a quelques problèmes que ça engendre. Encore il manque toujours pas de problème. Chaque fois, quand on pose un acte, quel est le problème? Quelques problèmes aussi, parce que les enseignants du secteur de l'enseignement technique, eux qui ont été recrutés au même titre aussi, ne vont pas être reversés, ils ne sont pas pris en compte. Alors que normalement, ils devraient être pris en compte. Et ça crée un peu quelques frustrations à ce niveau. Donc nous sommes en train de plaider pour que, et non pas refuser, n'est-ce pas, de faire une évaluation. On n'a pas fait, on a décidé de reverser les autres, mais il faut leur faire bénéficier aussi de cela. Il faut les reverser en FE aussi. C'est pour éviter qu'il y ait des frustrations. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Nous sommes dans le même pays. Et donc, nous sommes dans la Mais qu'est-ce que ça change dans le fond, dans le quotidien de l'enseignant qui passe de l'agent contractuel en agent de la fonction publique? Il y a quelques changements. Parce que quand vous êtes à FE, mais vous avez la possibilité d'évoluer dans la carrière aussi. Il y a des verrous pour ceux qui sont les contractuels à CDPE. Par exemple, en ce qui concerne aller au concours de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs. Ils ne pouvaient pas. C'est un problème, vous ne pouvez pas. Et il y a le bel exemple qui est là, c'est qu'il a été décidé de reverser tous les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire qui avaient été nommés, dont moi par exemple, quand Yahi avait signé le statut particulier des enseignants. Donc il y avait les dispositions transitoires demandaient de reverser tous ceux qui sont conseillers pédagogiques, de leur faire une formation et, n'est-ce pas, de les reverser. Et donc, malheureusement, quand on a voulu faire cette formation, on a exclu tous ceux qui sont contractuels d'État. Et donc, ce n'est que nous, n'est-ce pas, les fonctionnaires d'État, APE, entre-temps, les fonctionnaires d'État, qui avions bénéficié de cela. On a fait la formation, on a fait l'évaluation. Bon, une bonne partie a pu passer avec succès l'évaluation, mais quelques-uns sont restés sur le quai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent ceux qui sont agents contractuels et qui n'ont pas pu, en tout cas, réunir les notes nécessaires pour être retenus afin d'être reversés? Normalement, ce qui était prévu, c'est qu'ils devraient avoir une formation pour eux. Une formation pour relever le niveau, renforcer leur capacité, de faire une meilleure offre pédagogique. Mais bon, ça n'a pas été fait jusque-là. Eux, ils ont donc, pour l'instant, ils continuent de rester et demeurer à CDPE. C'est un peu ça. Alors, quand vous écoutez, on a l'impression que tout est prêt pour commencer, en tout cas, dans de bonnes conditions psychologiques, morales des enseignants, pour commencer donc cette année scolaire. Alors qu'en dehors de ces éléments, il y a quand même la CSTB qui a relevé quelques points, qui parlent par exemple d'ouvrages didactiques et pédagogiques qui ne sont pas disponibles. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est aussi important, non? Ben oui, parce que tout ça, ça fait partie de la préparation de la rentrée. On a besoin, quand l'enseignant en situation de classe a besoin d'avoir les ouvrages et de pouvoir travailler avec, c'est le matériel de travail. C'est la même chose quand on dit que tout est prêt. Moi, je ne suis pas dans le schéma de dire que tout est prêt, parce que c'est maintenant qu'on a commencé par sortir les mutations. Les mutations, j'ai vu hier dans un journal, les mutations à Parakou, 600 et quelques enseignants mutés. C'est maintenant, à quelques jours
4-5 jours de la rentrée. Mais ceux-là qui sont mutés, comment ils préparent la rentrée de leurs enfants? Vous les perturbez. Ils doivent prendre le temps de s'installer à nouveau là où ils sont mutés. Et donc, ça va jouer sur le temps scolaire. Et le temps scolaire, parce que cet apprenant, cet enseignant plutôt, va d'abord s'installer, s'occuper de ses enfants. Et vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. Et donc, ça joue toujours. Voilà autant de problèmes. Normalement, ça devrait paraître un mois et demi avant. Et tout le monde est informé. Je suis muté, je dois me préparer pour être prêt le jour de la rentrée. Donc, est-ce que le pouvoir est véritablement prêt? On nous a annoncé que nous avons déjà envoyé un quart de subventions pour les écoles, les collèges et tout ça. Et quelques mesures administratives ont été prises pour respecter ce qui doit être fait, mais on peut dire quelque part que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Quand on est habitué à quelque chose, on sait qu'il va y avoir rentrée, mais ça devient de la routine. Normalement, on ne devrait pas se retrouver les manuels scolaires et problèmes, les mutations à la 25e heure, je pourrais dire à la 24e heure, et c'est pas de bonne chose ça. C'est un peu on fait un peu de l'approximation, et on ne fait pas l'approximation avec l'éducation, et donc c'est pas bien. Je vais vous arracher, Noël Chadaré, 2 mots, si vous le voulez bien, au sujet de nos échanges d'hier à propos de la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé, parce que vous êtes à la tête d'une confédération qui quand même détient la grosse part en matière donc, de syndicats dans ce pays. Quel est l'état de lieu actuellement de ce mal-là? Oui, c'est un mal. Vous voyez, les médecins, ils sortent, et c'est des médecins brillants, parce que ne va pas dans la faculté de médecine, celui-là qui n'est pas au moins la mention très bien, c'est les meilleurs. C'est la crème de la crème au bac. Et donc, c'est des gens bien. Malheureusement, quand ils sortent, ils ne sont pas utilisés à bon escient. Ils n'ont pas le job. Et en dehors de cela, si on les prend, le traitement qui leur est fait n'est pas un bon traitement. On est parfois dans des hôpitaux où le plateau technique est totalement défaillant, défectueux. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau, dans leur tête pour faire le travail correctement. Est-ce que cela explique cet exode massif? Mais oui, il y a mieux ailleurs. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas s'organiser mieux pour construire sa maison, balayer sa maison? Oui, mais en attendant que les dirigeants, les gouvernements organisent leur maison, eux, ils sont sortis, ils ont souffert. Ils doivent pouvoir aller faire valoir leurs compétences. Je vous dis, la France, c'est pas seulement la France, parce que quand on parle, vous pensez que c'est la France. C'est vrai qu'en France, il y a assez de médecins béninois. On a dit qu'il y a assez de médecins, plus de médecins béninois en région parisienne qu'au Bénin. Ça, j'ai entendu, c'est d'un homme politique français qui a trouvé ça l'aberration de l'extrême gauche, l'extrême droite plutôt, qui l'a dit. Maintenant, il y a aujourd'hui l'Allemagne, le Canada, tous ces pays-là qui ont besoin de médecins. J'ai écouté hier le Québec et tout ça. Donc les gens vont partir. S'ils sentent que là-bas, ils seront bien traités. Et j'ai écouté hier, vous avez parlé de 1 000 €, c'est pas le salaire là-bas. C'est le SMIC en France. Les médecins sont bien payés. Et donc, j'ai posé le problème aux négociations avec le gouvernement central. Il y a 2 sessions avant celle-là, on parlait uniquement du secteur de la santé. La session avant celle du vendredi, j'ai demandé au ministre de la Santé, mais monsieur le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous faites pour maintenir les médecins au Bénin sur place? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a la fuite. Et il a reconnu cela. Mais il dit, les arguments, ce qu'il nous a donné comme réponse, c'est qu'il y a déjà une politique qu'ils sont en train de mettre en place pour qu'on les recrute, on les mette dans les meilleures conditions et qu'on fasse de telle sorte qu'ils ne puissent pas partir. Je l'ai écouté, la politique qui va être mise en place, on espère qu'on aura moins. C'est ce qu'il a laissé croire, wait and see. On espère que ça va. C'est bien dommage que tout. Et ce n'est pas seulement dans ce secteur. Ah oui. Le Bénin, les Gabonais, les Ivoiriens, c'était les professeurs. Ils absorbent les enseignants, nos compatriotes enseignants. Oui. Si vous ne voulez pas, nul n'est prophète que chez soi. Et les gens iront faire valoir
compétences ailleurs. Oui. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, à la Confédération des organisations indépendantes du Bénin. Merci beaucoup, syndicat indépendant du Bénin. Merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire la pause maintenant. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 72 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Ici à la buanderie de Leader Pressing. L'opération qui se déroule ici, c'est l'opération de repassage des draps. Lorsque les draps sont pesés, ce qu'on a fait tout à l'heure, ils ont été introduits dans la lessiveuse à eau, ils ont été lavés avec une bonne dose de vapeur parce que nous disposons de chaudières qui débitent une quantité importante de vapeur. N'oubliez pas l'action de la chaleur sur les draps en ce qui concerne l'hygiène. Tout ce qui pouvait nuire à la santé et qui se trouve dans vos draps, une fois les draps introduits dans la calandre, tout ça est tué. Quelle que soit la quantité de draps que vous nous donnez, nous vous garantissons que vous serez livré en 24 heures. Nous leur assurons une durabilité énorme. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la Réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. Cerise sur le gâteau, premier du Bénin au CAP 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la Réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. École de Cotonou et Abomey-Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la Mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et
et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac plus 3 et Master Bac plus 5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction, USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou, contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Préparez en toute quiétude la rentrée scolaire de vos enfants grâce au prêt Tous à l'école de Bank of Africa Bénin. Oui, en seulement 48 heures, obtenez votre prêt en toute simplicité et avec célérité. Avec les nouveaux packs, vous bénéficiez automatiquement d'un taux exceptionnel et de beaucoup d'autres avantages. Cette année, le prêt Tous à l'école vous donne jusqu'à 6 mois de salaire et est remboursable en 11 mois. Waouh! Notez bien, souscrire au prêt Tous à l'école de BOA Bénin, c'est aussi offrir des cahiers aux enfants démunis du Bénin à travers la fondation Bank of Africa. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de clientèle ou rendez-vous à l'agence Bank of Africa la plus proche. Téléphone plus 229 21 31 32 28 21 36 51 00. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. C'est un événement au Bénin et on doit continuer à en parler. On l'évoquait déjà depuis le début de cette émission. Le Bénin est champion du monde en doublette mixte lors de ses 50e championnats de pétanque qui se déroule actuellement à Cotonou. Ali Moumouni est revenu par ici pour nous aider à décrypter davantage cette actualité-là. Ali, rebonjour. Les autres débatteurs sont là. William, Eric, Franck. Bonjour à tous. Bonjour Tanguy. Pour deux finales, le Bénin remporte une parmi les 5 disciplines en jeu. Motif de satisfaction, faut-il être plus exigeant ou pas? On a quand même eu l'occasion de remporter 2 titres, Franck. Oui, mais je pense qu'il faut être plus exigeant. Le bon qu'on puisse dire, c'est que nous sommes arrivés à une étape où on a véritablement de redécouvert, parce que ce n'est pas la première fois que notre équipe a fait des merveilles, mais on redécouvre maintenant d'autres potentialités et un sport qui est en pleine expansion, en plein développement dans notre pays. Et là, je pense que le Bénin a démontré une fois de plus qu'il a des choses à revendre en matière de pétanque, que nous avons des valeurs. Si déjà nous avons pu nous hisser sur le toit de la pétanque sur notre propre territoire et ailleurs, nous avons été longtemps vice-champion du monde. Je pense qu'on a véritablement de quoi être fier de cette équipe et de penser que nous pouvons débaucher nos énergies ailleurs que d'aller dans à des aventures périlleuses où on revient pratiquement sans nos mauvais souvenirs. On est obligé parce que là, on a été soulagé après la défaite qu'on a Parlons de là où on a gagné la doublette mixte. On y reviendra. Oui, la doublette mixte. Qu'est-ce qui a bien pu faire la différence selon vous face à la France, William? Bon, j'ai entendu Dylan dire hier, le joueur français, un des joueurs français, qu'il ne connaissait pas les deux Béninois en face. Donc, peut-être, ils connaissaient assez Marcel Biot qu'ils ont pu dompter dans la doublette homme. Après, Bétablé n'est pas aussi... oui, mais pas devant ses adversaires, là, précisément, et je m'en tiens au mot de ses adversaires. De deux, dans cette discipline, ou dans cette spécialité de la pétanque, nous avons été vice-champions. Donc, on s'y connaît. C'est en cela que moi, je ne serai pas plus exigeant. Quand on est vice-champion, et que les mondiaux d'après, on est champion, c'est un pas de fait, c'est un acquis. On aurait pu prendre les deux
doublettes du côté mixte comme au niveau des doublettes hommes. Mais je pense que gagner déjà pour une première fois et se hisser sur le toit du monde, c'est un acquis, c'est à féliciter. Ça compense nos plaies et vous n'avez pas voulu ce parallèle avec le football, mais on le fait. Même le Cameroun se cherche pour les éliminatoires de la CAN. Donc le Bénin n'a pas à mourir. Le Bénin n'a pas à mourir pour les... Avant de se chercher, le Bénin, enfin pas le Bénin, le Cameroun a déjà 4 étoiles sur son... Je suis d'accord. Pour dire que malgré ces étoiles, le football peut nous faire des revers, mais au moins nous on a un sport au Bénin qui peut quand même nous réjouir. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de... On fait souvent des revers. Oui. Je ne sais pas si vous avez fait le tour des réseaux sociaux hier. Ça a fait une fierté nationale. Alors Eric, moi je ne la voyais pas venir. C'est vrai que c'est une dame qui a paru imperturbable, à la limite même de la timidité. Je veux parler de Laïma Sambo, qui a quand même été très très remarquable lors de la compétition. Absolument, et son visage est un peu partout aujourd'hui dans l'esprit de tous les Béninois. Je pense aussi que c'est un sport dans lequel le Bénin excelle déjà. Je pense que cette compétition mondiale a davantage mis la lumière sur ce sport, et c'est là peut-être que tout le public béninois se rend compte à l'évidence de ce qu'en réalité il y avait un sport qu'on appelait la pétanque, dans lequel le Bénin a véritablement un talent. William l'a remarqué, on était vice-champion. Je pense que aujourd'hui, c'est la confirmation de ce que nous savons faire dans cette discipline. Et je pense que si on observe bien dans d'autres disciplines également, Ali peut davantage confirmer cela, le roller sport. Je pense aussi que dans cette discipline, nous avons du talent. Basketball également, il doit avoir une de nos compatriotes qui est actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est rentrée. Donc, c'est une dynamique qui est en cours dans les autres disciplines. Le football, comme vous le savez, a pris en otage notre façon de voir peut-être les choses. Mais avec la déception que nous avions eue il y a quelques jours avec nos guépards, a peut-être créé une forme de transition des supporters vers la pétanque. Je pense que quand vous allez sur les réseaux sociaux, tous les Béninois sont devenus fans de pétanque. Ah oui, absolument. Hein. Depuis hier, j'ai l'impression que tout le monde a pétanque maintenant. Ali, nous-mêmes, on s'oblige à... Je vous donne mon exemple, je n'y comprends absolument rien quand on y joue, mais je suis content. Oui, je vais trahir le secret. C'est maintenant que chacun sait, je la comprends de comment est-ce qu'on gagne. Voilà, quelques notions de comment est-ce qu'on gagne. Quand même on découvre les voisins jouer dans la rue, souvent on passe à côté. Moi j'ai toujours peur pour ma tête. Oui. Quand je les vois jouer, je dis mais est-ce qu'ils voient au moins que je suis en train de passer? Parce qu'ils sont tout à l'heure. Ce qui est intéressant au niveau de la pétanque, c'est comme ces jeux que nous appelons souvent des jeux de société ou ludiques, d'une manière ou d'une autre, qui appellent à la réflexion, à beaucoup de réflexion. Ah oui, sérieusement? Justement, à beaucoup on réfléchit comment ça? Oui, en fait, je suppose par exemple que vous avez, vous êtes au cours d'un jeu où vous avez l'adversaire qui a sa boule très proche du cochonnet. Qui a pointé. Qui a sa boule très proche du cochonnet. Et qui, à côté, a peut-être une autre boule qui est, je dirais, en biais, et qui pourrait, en cas de victoire, avoir en fait 3 points, je suppose. Un cas de genre, les quarts de finale, Marcel Bior et le Thaïlandais. Et vous voyez, Marcel Bior a pris le risque de tirer la boule de son adversaire, qui est le Thaïlandais, parce que en réussissant le carreau, ça lui faisait un carreau à 3 points, alors qu'ils étaient à 10, à 11 contre 10. Il fait le carreau à 3 points, il passe directement à 13 points et il gagne la rencontre. Malheureusement, quand il a pris le risque de tirer, il a raté son tir, alors que c'est le meilleur tireur, l'un des meilleurs tireurs au monde. C'est pour ça Dylan parlait du fait qu'il connaisse Marcel Bior, parce qu'il joue en France. C'est le meilleur tireur du Bénin, il est bien reconnu de par le monde entier. Donc du coup, il réussissait en fait ce tir et il remportait les 3 points. Malheureusement, il a raté son tir. C'est des calculs qu'il faut faire, alors que quelqu'un d'autre pourra décider de ne pas faire de pas tirer de pointer, parce que le Thaïlandais n'était pas aussi bon au tir. Il y avait encore un peu d'espace. J'imaginais Audrey, la Française qui était battue hier, elle allait pointer, simplement prendre les 1 point. Et Marcel aussi pourrait pointer. Mais Marcel n'est pas aussi bon au niveau de la pointe. Donc il fallait tirer nécessairement le risque à prendre. Sinon il y avait suffisamment, près de 20 cm
où ils pouvaient pointer et prendre les points. Et revenir à égalité 11-11 et poursuivre maintenant. Oui, mais qu'est-ce que ça nous apporte d'être champion du monde de pétanque, à part tout le bruit que nous faisons là, véritablement. J'ai lu champion du monde. Oui, c'est tout. Oui, nous sommes champions du monde. Pour une discipline ou l'autre, nous sommes champions du monde. Vous savez, tout court. L'effet que ça fait juste. Parce que vous avez pas. Moi, je ne m'en tiens pas seulement. Oui, je sais que vous irez dans le fond. Mais moi, fan du monde aux élites, écoutez, juste le fait que le Bénin est champion du monde, champion du monde, ça va. Je vais prêter les expressions de oui, ça nous apporte quoi, oui. Ça nous apporte tout. De la visibilité, nous vendons notre pays. Nous sommes... Mais la pétanque n'est pas aussi connue que cela dans le monde. C'est vous qui le dites. La pétanque est bien connue et c'est justement parce que nous n'y accordons pas entre-temps de la valeur que nous pensons que la pétanque n'est pas bien connue. La pétanque est très bien connue. Vous voyez des pays comme la France qui ont des équipes qui participent à cette la France est présente sur toutes les disciplines. Vous savez j'en aurais fini. Si le Bénin avait par exemple remporté une CAN, on va sautiller, comme vous le dites souvent. De football, voilà. On va crier. C'est pas pour 2030. Et vous n'allez pas poser cette question, j'imagine. Mais lorsqu'il s'est c'est le sport roi, je crois. Non, à côté du sport roi, il n'y a pas de... Il y a le sport prince. Oui, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi sans ces sujets. Et aujourd'hui, je pense que la pétanque est en train de prendre la place dans le cœur des Béninois, est en train de prendre la place qu'occupait le football. Et il faudrait que les dirigeants le sachent pour éviter d'engloutir tout ce qu'on engloutit dans le football et on revient chaque fois à la maison. Il faut qu'on fasse le débat dans le prendre le budget des écureuils, enfin des guépards footballeurs là pour organiser c'est l'organisation sinon la politique qu'il y a eu autour du football depuis des années qui fait qu'aujourd'hui le football est le sport roi. Pas pour tous les pays du monde. Quand vous allez aux États-Unis, le football, c'est même appelé soccer carrément, parce que ce n'est pas le sport roi. Voilà. Quand vous allez dans les pays, c'est vrai que quand vous allez en Angleterre, on parle beaucoup de football. Permettez-moi d'aller au bout de cette idée rapidement. On parle bien de football, mais le sport véritablement le sport anglais, c'est le cricket. Et quand il y a championnat du monde de cricket, allez au stade et vous allez être déçus. En Angleterre? En Angleterre. Et pourtant, ils ont le meilleur football du monde. C'est ça, je vous dis. Le cricket, bon, ils ont le championnat le plus sophistiqué, mais pas c'est même incomparable. Quand on parle du sport anglais, le Bayern séduit beaucoup plus que le football anglais. Le football anglais, pas les organisés. Justement, je suis d'accord. C'est ça que je dis. Il y a une politique autour du sport, du football, qui fait que, surtout nous, de notre point de vue ici, sur le continent africain, on voit davantage le football parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cricket, vous ne vous intéressez pas. Mais allez parler aux jeunes anglais du cricket. Même quand vous regardez même les films qui sont réalisés, les films américains, les films anglais, vous voyez le sport qui est mis en valeur, c'est le cricket. Oui, parce que c'est leur identité. C'est leur identité justement. C'est parce que ici, quand nous passons à côté, dans nos quartiers où on voit les gens jouer et la pétanque. Nous aussi, on peut organiser une compétition de consultation de Vous savez combien de nations étaient attendues pour cette compétition? 50 nations au départ. Et c'est toujours comme ça, 50 nations pour cette compétition de pétanque. Ça se joue partout dans le monde. Comme si le phare était là. Oui, absolument. Ça se joue partout dans le monde. Ça se joue dans toutes les rues. Ça se joue dans toutes les rues. Aller jouer avec le charlatan. Ça se joue dans toutes les rues. Ça se joue dans toutes les rues et partout dans le monde. Et ça me donne même justement faire point de cette petite anecdote qu'un ami me rappelait, il me disait hier, où on disait à notre confrère Dicorel Zohon qu'il est devenu que le journaliste français Philippe Doucet sera son stagiaire. C'est juste une petite anecdote pour dire que Philippe maîtrise bien sûr la discipline, la pétanque, mais pas véritablement dans le fond parce que lui aussi, ça se joue partout en France et il sait que ça se joue, mais comme nous, il ignorait en fait tous les détails. Parlons de là où on a échoué. Oui. Dans ce que Ali disait aussi tout à l'heure, il n'y a pas que ce qui se passe ailleurs. Quand vous allez au Sénégal, l'engouement que vous voyez avec le football, vous l'avez également pour la lutte traditionnelle. C'est ce que je dis. C'est une grande compétition et le stade est plein quand il est question de lutte aussi. Donc je pense que il nous faut trouver quelque chose qui nous soit propre et qui. C'est pourquoi moi je pensais à la consultation FA. Je me disais qu'on pourrait organiser des compétitions comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mais moi je suis à tout mon sérieux. Pourquoi vous aimez la facilité? Vous pensez que
faire la consultation, faire que c'est de la facilité, c'est quand même 256 signes qu'il faut maîtriser tous les rouages, etc. On voit un peu soyez fair play dans le monde musulman. Je crois qu'il y a même des compétitions de récitation, par exemple, du Coran, qui sont très intéressantes. Et moi, je trouve que c'est une singularité qu'il faut promouvoir. C'est ludique, mais pas sportif pour moi. Pour moi, les sports olympiques sont connus et chaque 4 ans, on a des nombres. Il veut nous enfermer dans le mondialisme. Oui, d'accord. Faites votre compétition de fa. Oui. Non, on va maintenir la compétition de pétanque, mais pas de fa. On va laisser pour on va trouver la première édition. Une fédération de quoi ça parle de phare? Car la première édition va de dessin en cascade. Non, c'est pas des dessins, mais l'interprétation des signes. Pourquoi vous pensez que le phare c'est pour tuer? Le phare, justement, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Parlons d'autre chose. On a quand même eu, comme je le disais au début, 2 finales. On aurait pu les remporter toutes les deux. Surtout, parce que c'est là-bas que moi j'attendais le Bénin, surtout au niveau des doublettes hommes, parce qu'on avait nos 2 meilleurs qui étaient associés, les 2 Marcel qu'on avait, mais curieusement on a échoué. Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il faut reconnaître que les adversaires en face n'étaient pas des moindres, parce qu'aujourd'hui quand on parle de la pétanque mondiale, c'est vrai, il y a les Thaïlandais, il y a les Malgaches aussi d'une manière ou d'une autre, mais les Français, ce sont les adversaires redoutables. C'est-à-dire, même si les Thaïlandais vont affronter les Français, surtout au niveau des hommes, je crois que c'est des adversaires vraiment à craindre. Quand vous prenez par exemple les statistiques d'un certain Rocher, c'est 4 mondiales remportés, Tanguy, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui face à Marcel Biot, qui n'a jamais été champion du monde, certes. C'est vrai que c'est le meilleur béninois, mais à comparer, c'est comme si on dit le Bénin affronte, je prends quel pays là? Le Brésil au football. Brésil à une finale de Coupe du Monde, Tanguy. Oui, mais si on a un certain Sadio Mané ou un certain Mo Salah, tous réunis dans la même équipe, on peut rêver. Ils n'ont jamais été champions du monde, mais on peut rêver quand même. Quand on est en finale face au Brésil, qu'on remporte, on ne devrait pas être timballé pour dire qu'on n'a jamais été champion du monde. D'une équipe africaine contre une équipe brésilienne. Vous avez dit que Marcel Biot, il est le meilleur tireur du monde. Béninois, justement, l'un des meilleurs béninois. Et c'est un tireur, ce n'est même pas un semi, c'est un tireur. Spécialement, on sait que Bétablé, lui, de son côté, lui, il est semi, il est pointeur, tireur à la fois. Donc, c'était quand même gagné d'avance pour les Français. Je pense que cet échec n'enlève en rien de ce que nous pouvons voir comme talent de ces 2 jeunes. Parce que échec, oui, mais ça a été vraiment discuté. Enfin, moi, j'ai regardé cette rencontre avec les explications de M. Naguib, qui nous expliquait au fur et à mesure que ça évoluait. Ils ont remonté la pente et à un score de 8 à 13. Et je pense que c'était vraiment très très serré. Ils ont vraiment discuté et bataillé. À un moment donné, les Français aussi s'interrogeaient sur vraiment l'issue de cette rencontre. À la 7e, ils ont pris 4 points pour attraper. Il y a eu un sentiment vraiment d'aller jusqu'au bout, de se battre qu'il faut saluer et qui franchement est très bien. La veille, Marcel Biot a perdu une confrontation. Oui, c'était la tête-à-tête. C'était la tête-à-tête, oui. Vous voyez donc, ça arrive, même pour Cristiano Ronaldo, tous les jours ne sont pas des jours de reprise de volée. Donc je pense que ça pourrait arriver. Et l'autre Marcel qui venait de remporter, la doublette mixte, je ne dirais pas qu'il dormirait sur ses lauriers, mais cette satisfaction première là peut être source de motivation, comme d'un autre côté peut empêcher un peu un sentiment de sursaut de soi-même et de dépassement de ses propres limites. Mais déjà, moi je pense qu'il faut féliciter ces Béninois-là qui font notre honneur aujourd'hui. Je connais très peu de disciplines dans lesquelles les pays organisateurs remportent des titres mondiaux, comme c'est le cas. Et je pense qu'ils sont à féliciter, à encourager. On amorce les triplettes désormais. Il faut qu'on garde le cap, que dans les triplettes, nous ayons encore une finale, nous ayons encore un trophée. Ce serait franchement une cerise sur le gâteau. Cette goutte d'eau là ferait déborder, non pas le vase, mais toute la marmite Bénin. Le lac Nokoué peut-être. Je prierais que le lac ne déborde pas parce qu'on est déjà inondé. Il y a encore les pluies qui vont continuer à tomber. Oui, je pense que c'est même cette péripétie là que nous rencontrons et qu'au finish, que nous puissions décrocher le titre mondial qui donne de la valeur même à ce titre-là. Vous voyez, malgré que Marcel à certaines rencontres n'a pas trop
excellé, malgré qu'on a perdu des points par endroit. On a réussi quand même à l'arrivée à être champion du monde. C'est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir. Moi, je voudrais qu'on reste quand même dans la même dynamique, que nous maintenons le cap et qu'en interne, nous organisions un peu comme le faisons pour le football, qu'on ait le même engouement, qu'on organise des... Je ne sais pas si on organise, comment vous appelez, le championnat national, si ça s'organise. Il faut même installer une académie de pétanque au Bénin pour former les jeunes et susciter des talents au niveau de nos quartiers. On a besoin d'une école pour être adroit. Il faut bien apprendre. Les aptitudes se développent. Même quand vous avez les aptitudes, il faut les développer. Et regardez le geste de Laïma hier quand elle a fini de gagner. Quand elle se prosternait à la limite devant son coach. Ça montre qu'elle a eu la main de quelqu'un, elle a eu la bénédiction de quelqu'un, elle a eu l'onction de quelqu'un. Donc pour moi, l'image là était vraiment le signe de ce qu'elle a reconnu. C'est pour dire que nous devons donner beaucoup plus de valeur à ce sport-là aujourd'hui. Parce que ça nous a démontré, ceux qui pratiquent le sport aujourd'hui nous ont démontré qu'on est capable de beaucoup de choses, on est capable d'amener le Bénin très loin. Aujourd'hui, des gens vont se demander, mais comment face à une équipe comme la France, qui reste une grande nation en matière de pétanque, le Bénin a pu battre, a pu trouver son chemin pour arriver sur le toit. C'est important pour notre pays, dans un contexte où il y a... disons des frustrés, dans un contexte où on ploie sous le poids de la cherté de la vie et tout ça. Je pense que la pétanque peut nous aider à nous détendre, peut nous aider à nous rassembler pour également nouer de grands liens. J'imagine la pétanque que nous voyons, moi je pense que ce n'est plus question de... On doit aller vers des cadres de formation parce que moi j'imagine après cette compétition, ça va susciter encore d'autres intérêts dans l'esprit d'autres jeunes qui auront envie peut-être de la même façon où les gens ont envie de ressembler à Cristiano, de jeunes Béninois auront envie de ressembler aux deux Marcel, à la dame également. Donc il faut un cadre pour recevoir ces jeunes. C'est vrai que pour Marcel, il y a des questions d'aptitude. Depuis nos collèges, il a toujours été adroit. Quand tu l'embêtes et qu'il ramasse une pierre, je pense que tu vas finir le pétanque. Ouais, pour parler de la pétanque, c'est généralement les stratégies qui sont enseignées. Parce que le tout ne suffit pas d'être adroit, mais il faut une stratégie pour gagner la rencontre. Parce que si vous venez simplement, vous devez juste jeter vos boules, vous n'allez pas gagner. C'est la stratégie qu'il faut mettre en place. Et c'est là je parle de concentration. Un peu comme la tactique de football. Voilà, justement, c'est tout ça, c'est tout un... Mais le Bénin se sent honoré. Moi, j'ai fait un tour sur les lieux de rencontre. On parlera des installations tout à l'heure. Absolument. On va dire deux mots du côté des dames. Les Amazones, ce n'est pas la grande prestation. Ali, c'est vrai que Laïma a quand même révélé quelque chose d'intéressant, mais à part elle... Oui, Laïma, c'est avec l'équipe de la doublette mixte. Elle était au niveau de la doublette dame avec Odile, mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, donc c'est ça. En tout cas, au niveau des dames, ça n'a pas donné véritablement grand-chose. On s'y attendait parce que quand vous entendez... La française, elle est formidable. Oui, elle est très c'est terrible. Quand vous l'observez, dis donc, on a l'impression que, bon, elle parle à sa boule. Pour la destination au millimètre près. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant. Je crois qu'on devrait aussi laisser les femmes s'intéresser à cette discipline parce que je sens que ça n'intéresse pas beaucoup les femmes, en tout cas au Bénin. J'ai rarement vu des femmes jeter les boules de toutes... Non, on ne les voit pas régulièrement comme ça, mais au niveau des clubs, vous allez les voir parce qu'il y a des clubs qui sont un peu partout sur le territoire national. Il y a assez de ligues au niveau des différentes ligues avec les clubs. Et donc, elles sont là. Par exemple, hier même dans les gradins, j'ai rencontré 2 jeunes filles, à peu près, je dirais, 16, 15 ans, qui venaient d'un club. Elles ont quitté même, je crois, Derkungwe pour aller jusque là-bas, pour aller voir la compétition. C'est proche. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont quitté Lalo pour venir voir Marcel Biot. Votre Lalo. Oui, qui ont... Pas mon Lalo. Comme vous l'avez pas mon Lalo. Les gens ont quitté Lalo. Le message est passé. Lalo est à plus de 100 km de Cotonou. Comparativement à Derkungwe qui est à Beau. Je vous en prie, laissez William. Lalo était représenté. Oui, Eric. William, allez-y, parlez pour Lalo. J'ai terminé. Ah, vous avez fini. Alors, je peux placer. Alors, moi, je voudrais féliciter le président de la fédération de pétanque. Je voudrais féliciter M. Ibrahim, qui a donné tout pour que ça marche. Et je voudrais féliciter également
le chef de l'État qui a poussé cette équipe-là à être à sa place aujourd'hui et souhaitait enfin que le chef de l'État les reçoive un peu comme les guépards en matière de football qu'on reçoit avec les euros tombent. Quand ils vont les euros tombés quand ils sont qualifiés. Parlant bien entendu du chef de l'État, je crois qu'il y a vraiment de quoi saluer, sinon saluer le chef de l'État pour d'abord non seulement les infrastructures, il faut reconnaître que lors des quarts de finale, non pas des quarts de finale, lors des premiers tours de cette discipline, le premier jour, même ce duo, cette doublette Betaglé et puis Sambo était face à l'Algérie et était même mené lorsque le chef de l'État a fait son arrivée discrètement. Et ça a changé, je dirais, l'ambiance et l'équipe s'est d'un coup surpassée, a effectué ce que nous appelons souvent la remontada et a repris l'avance au score. Je crois que cela en est pour quelque chose. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec Franck quand il dit il faut saluer le chef de l'État. Pas que les chancelleries n'attendent pas que nous ayons le football, une carte de football pour nous féliciter, qu'on commence par nous féliciter déjà parce que nous avons remporté les mondiaux de pétanque. Oui, moi, je voudrais aussi terminer. Mais ça a été dur à l'avoir. On a même dû reporter plusieurs fois, je dois dire, le rendez-vous qui devrait se tenir à Cotonou. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui, on se réjouisse. C'était parti pour qu'on ait un boulodrome professionnel intéressant, à part, dédié exclusivement à la chose. On a dû rassembler quelques bâches ça et là pour permettre à ce que la compétition se déroule. Je crois qu'on n'a pas pris sérieusement les mesures au départ. On n'a pas considéré la discipline au départ, William. Nous l'avons déploré ici, à quelques jours seulement du démarrage de cette compétition. On en était encore à une certaine lenteur. Est-ce que ça s'explique par les raisons de motivation? Moi, je dis oui. Parce que, vous savez, la France est à plus d'un an du mondial et des JO, mais presque chaque jour dans les médias français, vous êtes informé de l'évolution des préparatifs. Même la cuisine sous les bâches des mondiaux, des Jeux Olympiques, merci Ali. La cuisine aussi est déjà mise en vue pour dire que le moindre détail doit intéresser dans une compétition qui rassemble quand même toute la planète. On n'a pas vu cet engouement au début. On a essayé de se rattraper avec la sortie et le déplacement du ministre des Sports qui a finalement montré à tout un chacun que non seulement il y aurait plus report, mais que l'État s'engage. Il y a désormais une volonté politique pour que l'événement se tienne. Mais je crois que depuis lors, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire pour que la compétition puisse se tenir. On se félicite déjà qu'on a pu faire les choses sans report encore une énième fois et surtout que malgré les installations, les chapiteaux qui ne sont que des installations précaires et non pas un boulodrome en bonne et due forme, et temporaire justement, qu'on a pu faire des avancées. Déjà bien que les autres pays, les 36 autres pays présents ne nous reprochent pas le fait que c'est pas un boulodrome pour ces mondiaux, mais que ces conditions ne leur empêchent pas des victoires, ne leur empêchent pas des choses, même s'ils nous reprochent un public un peu agressif. Je pense que cela va davantage graver dans notre tête que c'est une discipline à prendre au sérieux. Et je pense que si dans 4 ans ou dans 5 ans, même si je sais que c'est pas probable, c'est pas fameux, mais si dans 4 ou 5 ans, on devrait reprendre des mondiaux de pétanque, le Bénin serait prêt à faire un boulodrome. Alors, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous avons tenu le pari? Oui. Est-ce que malgré les difficultés de départ, nous avons pu quand même accueillir tous ces pays-là qui participaient aux mondiaux de pétanque? Oui. Est-ce qu'au finish, tout le monde est satisfait? Oui. Pour moi, c'est donc désormais, il vaut mieux pas... Non, je n'ai pas dit ça. Je devrais finir mon développement pour dire que nous allons capitaliser les insuffisances que nous avons pu noter dans le parcours et en tenir compte pour les prochaines fois. Parce que rien n'était gagné à l'avance. Lorsque, à quelques 2 semaines ici, tout le monde était inquiet et on en a parlé, on a vu des gens beaucoup plus se mettre dans la danse, mais à l'arrivée, vous avez vu, même si c'est des bâches qu'on a tirées ça et là pour amener, ça a pu permettre quand même d'organiser la compétition. Espérons que nous allons maintenant prendre les mesures qu'il faut pour construire de belles infrastructures pour ce sport-là. Je pense que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, il y a eu quelques difficultés au départ. Je pense que le plus important, c'est l'arrivée. Et ça, ce sont les mots des athlètes eux-mêmes qui ont participé à plusieurs Coupes du Monde de pétanque et qui ont estimé qu'ils n'ont jamais vu une organisation aussi réussie.
c'est confortable, les installations, le jeu est de très bonne qualité et donc je pense que tout le monde est satisfait. Maintenant, l'idée du boulodrome, je pense que ce n'est pas à voter, c'est toujours d'actualité. Peut-être qu'après la compétition, l'État pourra davantage mieux gérer ce projet. Mais devons-on parler de difficultés? Tout à l'heure, je le disais, quand Franck l'a dit, Eric l'a répété, devons-on parler de difficultés de départ? Quelles sont ces difficultés? Il n'y en avait pas de difficultés. On a vu le gouvernement prendre des initiatives pour construire les 22 stades ici. Ça n'a pas été vraiment... ça n'a rencontré aucun obstacle, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouvait. Donc, je ne trouve pas de difficultés au départ pour construire un boulodrome. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, le cadre est idéal, il y a la vue sur la mer, juste derrière l'Amazone, c'est attrayant. Oui, on est d'accord avec ça. Mais hier, par exemple, on a dû retarder la première finale de 3 heures de temps environ, de 9h à 12h. Pourquoi? Parce que la météo a changé, il y a eu pluie, et donc il fallait donc, les airs étaient inondés, il fallait donc mettre tout le monde à l'œuvre. On est resté là pendant 3 heures à attendre que tout ça se fait. La Fédération internationale était obligée de reporter à 2 reprises, d'abord dire que la compétition aura lieu dans 1 heure, et puis réécrire encore sur sa plateforme que la compétition est reportée pour telle heure. Je crois que si c'était le boulodrome en bonne et due forme, c'est indoor, c'est fermé, c'est en salle, et on n'aurait pas à vivre de pareilles situations. C'est bien aujourd'hui que le Bénin est remporté, c'est bien aujourd'hui le football qu'il y a autour, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu ce manque de considération dont William a souligné. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on ait pu construire ce boulodrome. Ça aurait pu être l'élément matériel qui serait resté après la compétition, en dehors de la joie de l'euphorie qui vont s'évaporer. Parce que quelque chose, c'est qu'on dit aujourd'hui, la référence aujourd'hui, c'est l'initiative privée de ce député qui est à Calavi, qui sert aujourd'hui, même pour le championnat national, qu'il a créé à Calavi, qui sert aujourd'hui, même pour le championnat national, la fédération. La question que je me posais tout à l'heure, est-ce que initiative privée. Est-ce que le projet de construction, ça a été à voter? Non, c'est pas à voter. Donc c'est toujours d'actualité. Justement, c'est pas à voter, mais ça n'a pas été fait pour une telle grande occasion que nous avons d'accueillir tout le monde, d'accueillir encore du monde comme vous ça voyez, dans 10, 15 ans. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont sur la liste et on ne sait pas quand on va organiser cette organisation. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Franck tout à l'heure quand il disait qu'il faut remercier le président de la Confédération africaine des sports ball pour tous les efforts parce qu'il a braillé vraiment parce qu'il a décroché la compétition justement pour que le Bénin, il avait voulu qu'on organise les masters, c'était en 2018, on n'a pas pu organiser les masters et c'est reparti au Canada. Aujourd'hui, il a tout fait pour que le Bénin accueille la compétition, les mondiaux, malgré les difficultés d'avoir un boulodrome. À un moment donné, il a tout fait pour que la compétition soit reportée pourvu que le Bénin maintienne toujours sa candidature du pays organisateur. Bon, on aura tout dit, hein. Oui, il faut juste souligner que la suite, et les grands événements, le grand moment de ces mondiaux, ça démarre demain avec les triplettes, parce que c'est là véritablement qu'on aura les meilleurs à l'œuvre. Et le Bénin va présenter son 3 joueurs. Son quota. Ça va être 3 joueurs. Oui, ça va être 3 jours. Non, 3 joueurs en compétition, mais 4 joueurs dans l'effectif. Ok. Oui, ça va pour 3 jours. Oui, justement, de jeudi au dimanche. Oui. La finale, certainement, le dimanche. Oui, justement, il y aura aussi les tirs de précision. Donc, les équipes qui seront éliminées dès les tours de qualification seront repêchées et envoyées au niveau de la compétition, de la Coupe du Président. Maintenant, il y a aussi l'autre discipline, l'autre preuve de tirs de précision, et c'est sur Marcel Biot qui va représenter le Bénin. Nous disons merci à Canal+, qui n'a pas pu nous montrer les images de la remise des trophées pour nos deux joueurs. Mais par contre, on en a vu pour les joueurs français. On va lui dire merci pourquoi. Il faut comprendre. Ah ben, il faut comprendre. Il fait de l'ironie. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu. Le temps pour vous de regarder ce que je ne comprends pas est la revue de presse. Moi, je reviendrai par ici pour vous dire, pour vous souhaiter une bonne journée. Vraiment, ce que je ne comprends pas, Djougou, l'assainissement, je ne comprends pas pourquoi l'assainissement n'est pas pris en compte. À chaque fois, c'est les caniveaux qui sont bouchés et finalement, l'eau se retrouve sur la rue, sur la chaussée. Finalement, comment appelle-t-on? Les caniveaux sont bouchés, les sachets un peu partout dans la rue ou bien sur la chaussée. Ce que je ne comprends pas, pourquoi le gouvernement ne peut pas prendre un décret pour interdire l'importation des sachets?
Ce que je ne comprends pas, le marché de Taïfa a été construit, ça fait aujourd'hui près de 10 à 11 ans. Est-ce que la mairie ne peut pas aller sensibiliser les bonnes dames là, à aller animer ce marché? Parce que le fait d'animer ce marché-là va donner des ressources également à la mairie pour que la mairie puisse prendre ces ressources-là et faire d'autres choses. Bon, ce que je ne comprends pas, nous les hommes de Djougou, on a de l'autogar et les gens qui sont dans l'autogar, les petits véhicules ne restent pas dans l'autogar. Si tu es parti, tu vas les voir partout sur les trottoirs et ça cause beaucoup d'accidents. Si tu es parti au ciné Sabari, les gens courent les petits véhicules pour faire tomber les gens. Vraiment, ils n'ont qu'à voir la situation pour que eux tous n'ont qu'à rentrer dans un grand autogar et dans les autogars. Bon, ce que je ne comprends pas ici à Djougou, c'est que pendant la période de saison pluvieuse, au moment où les gens se plaignent de l'état dégradé des voies, c'est en ce moment-là que certaines personnes se permettent de ramasser du sable le long des rues. Et cela n'inquiète guère. Aujourd'hui, à Djougou, ce que je ne comprends pas, c'est que pendant qu'il pleut, c'est en ce moment-là que certaines populations se permettent de ramasser des ordures ménagères qu'ils ramassent, qu'ils jettent dans les caniveaux, bloquant ainsi les eaux de ruissellement. Ce que je ne comprends pas aussi à Djougou, dans le centre-ville, au niveau des carrefours, le passage est tellement gâté, impassable, incroyable. On n'arrive même pas à passer, en tout cas, personne n'agit. En tout cas, ça ne va pas à Djougou, rien ne marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Bénin, champion du monde en pétanque, vive les guépards et Amazones, fraternité l'affiche, en gros titre et s'exclame, les guépards et les Amazones brillent de mille feux. Le journal de poursuivre pour écrire que c'est une première dans l'histoire du pays. L'exploit est réalisé par le duo Marcel Betablé et Laïma Sambo qui a battu les Français Audrey Bandiera et Didier Rocher dans la catégorie doublette mixte. Au championnat mondial de pétanque, dans un ultime tir, Marcel a cassé un avantage français et prend 2 points décisifs qui permettent à l'équipe béninoise de remporter la finale par 13-8. Une victoire qui inscrit le Bénin dans les annales de la pétanque. Dans la seconde d'après ce tir victorieux, c'était l'exultation totale dans le public sans distinction de statut. Le ministre des Sports Osvaldo Meki et plusieurs personnalités ont communié avec le public dans cette liesse pour célébrer les nouveaux champions du monde. À la suite de fraternité, le matinal ne retient pas sa joie de placarder le Bénin champion. Pour le journal, l'hymne national du Bénin a retenti hier mardi sur l'explanade de l'Amazone à Cotonou où ont lieu depuis le samedi 9 septembre 2023 les 50e mondiaux de pétanque, ceci grâce à la victoire du duo mixte composé de Laïma Samba et Marcel Betablé au terme de la finale disputée dans cette catégorie face à la paire française composée de Audrey Bandiera et du redoutable Dylan Rocher. Ce sont les 2 représentants du Bénin qui ont fini victorieux avec un score de 13-8. L'autre vision ne manque pas de participer à cette liesse et ajoute que dans un match très disputé, la team Bénin est venue à bout de l'équipe française sur le score de 13-8. Le Bénin sur le toit du monde en doublette mixte titre à son tour l'autre quotidien. L'exploit réalisé par Sambo et Betablé est une première pour le Bénin dans le monde de la pétanque. Le duo, comme d'ailleurs celui qui s'est illustré dans l'après-midi d'hier, frôlant une nouvelle victoire, a fait preuve de talent, de concentration et de détermination tout au long du tournoi.
Les boulistes béninois de la doublette mixte se sont imposés comme les meilleurs dans la catégorie doublette mixte. Un deuxième titre de vice-champion du monde affiche la nation qui relate que le Bénin termine donc vice-champion du monde dans cette catégorie après un match difficile pour Marcel Biot qui n'a pas pu résister face à la rage de vaincre des Français. Rien ne marche encore dans ces mondiaux de pétanque à Marcel Biot, favori en tête-à-tête, mais éliminé en quart de finale par le Thaïlandais Ratchata Kandi. Le meilleur tireur béninois devra attendre la compétition en triplette et en tir de précision pour tenter de remporter une médaille. Nord-Sud quotidien de dire que les Guépards et Amazones sont déterminés à tout rafler. Le challenge renseigne que la Coupe du Monde de pétanque est très suivie dans le monde entier. Le Bénin félicité par cet exploit. Au-delà, le gouvernement du Bénin a le mérite d'avoir accompagné les sportifs pour cet exploit. Loin des euphories suscitées par la victoire du Bénin aux mondiaux de la pétanque, le Soleil Bénin Info renseigne que l'Agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la note de B+ attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Le matinal précise que l'annonce a été faite par le ministère de l'Économie et des Finances via un communiqué en date du 12 septembre 2023. Fitch salue notamment la croissance robuste du Bénin tirée par la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et souligne les perspectives de croissance très favorables en dépit des chocs externes observés en 2023. Fraternité ajoute que Fitch souligne par ailleurs la bonne performance du Bénin en matière de consolidation budgétaire malgré les événements régionaux. L'agence prévoit à ce titre une réduction du déficit budgétaire en 2023 en ligne avec les anticipations du Fonds monétaire international pour atteindre près de 3% du PIB en 2025. Enfin, l'agence prévoit une diminution du niveau d'endettement en 2024 et 2025 sous l'effet des efforts de consolidation budgétaire du Bénin et du maintien d'une croissance dynamique. Pour l'économiste du Bénin, Fitch salue en particulier la qualité de la gestion prudente et proactive de la dette publique et la capacité du Bénin à maintenir un coût de la dette très attractif malgré l'environnement de remontée des taux d'intérêt. Dans la suite, l'autre vision annonce que les 14 et 15 octobre 2023, le Parti Les Démocrates tiendra son congrès ordinaire conformément aux décisions de son Conseil national organisé à Porto Novo le 22 juillet dernier. Dans le but de bien organiser ce congrès, le parti a mis en place un comité d'organisation présidé par l'honorable Abibou Ouroukoubou. De son côté, le challenge renseigne que la tournée de reddition de comptes de l'Union progressiste et le renouveau se poursuit après Zé Abomey-Calavi, Koubé et Ketou. La délégation conduite par le député Victor Topanou s'est rendue à Ouida hier. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville, les populations sont sorties massivement de Pomassé, Paou, Sebououé, Torié environ pour écouter le message de leurs élus parlementaires. Merci d'être restés à l'écoute de la revue de presse. « 63 ans d'indépendance de notre pays, toujours en compagnie de Mikem Technologies qui ne lésine pas sur les cadeaux. Voyez par vous-même. Des cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 226 000 francs offerts gratuitement sur toute télé et réfrigérateur Samsung acheté. Et comme avec Mikem, un cadeau ne vient jamais seul, vos climatiseurs Samsung R410, 1,5 et 2 chevaux sont déjà disponibles dans les boutiques Néo et Allo de proximité. Produits sous garantie 12 mois, service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente journée.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique matinale Une date, une histoire. Nous sommes le 13 septembre 2023, le 256e jour de l'année. 13 septembre 1993, signature des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo ou encore de Jéricho-Gaza sont signés à Washington par l'Israélien Simon Peres et le Palestinien Mahmoud Abbas en présence du Premier ministre israélien, du président de l'Organisation de libération de la Palestine et du président américain Bill Clinton. Par ces accords, ils font suite à 2 années de négociations ultra secrètes à Madrid et Oslo. L'Organisation de libération de la Palestine reconnaît le droit d'Israël à l'existence. Il est par ailleurs convenu que l'armée israélienne se retirera en 5 ans de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. 13 septembre 1962, création de l'Office africain de Malgache et de la propriété industrielle. Le 13 septembre 1962 est signé à Libreville au Gabon entre 12 chefs d'État et de gouvernement l'accord portant création de l'Office africain et malgache de la propriété industrielle. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est un organisme intergouvernemental regroupant 6 États africains chargés de protéger de manière uniforme les droits de propriété intellectuelle sur les territoires de ces États, notamment par la délivrance de titres de protection des droits de propriété industrielle en tant qu'office des brevets. Le 13 septembre 1959, une sonde soviétique sur la Lune. Luna 2 est une sonde spatiale soviétique lancée en 1959 vers la Lune. Elle est développée au tout début de l'ère spatiale dans un contexte de compétition intense avec les États-Unis. C'est le premier engin spatial à entrer en contact avec un autre corps céleste. C'est la fin de votre rubrique matinale Une date, une histoire. Merci de nous avoir suivis.